RLP, Radio Libre en Périgord. L'alternative, c'est pas malin. C'est la nuit noire ou le matin. C'est devenir un gros connard, fermé à tout témoin de rien. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On est comme des girouettes rouillées. On sait plus comment s'orienter. Bonjour à tous et à toutes, bonjour, bienvenue sur l'Alternative. Aujourd'hui, je reçois 3 personnes RLP, qui viennent d'une école au fin fond de notre Dordogne du Périgord vert. Il y a 2 personnes qui travaillent dans l'école et une personne qui bénéficie de l'école. Donc je vais vous laisser vous présenter. Il y a Blandine, Marinette et Manal. Blandine, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots ? Bonjour, donc moi je suis Blandine Ardillon, donc je travaille à l'école des Girafons depuis maintenant 7 ans. Donc moi je suis enseignante et directrice dans cette école. J'ai commencé par enseigner dans le système public. J'ai eu mon concours donc dans l'Académie de Versailles où j'ai enseigné pendant 4 ans. Et ensuite, en m'installant dans le Périgord vert, eh bien, j'ai connu l'école des Girafons. Et j'ai pu me mettre en disponibilité par rapport à mon statut de fonctionnaire et donc travailler dans cette école alternative. Et donc voilà, ça m'a beaucoup plu, beaucoup porté. Et voilà, je continue à porter le projet donc avec les collègues et les parents de cette école. Et ma fille, donc, qui a maintenant 7 ans, est scolarisée aussi à l'école des Girafons. Marinette. Bonjour, je m'appelle Marine Ginta et on m'appelle Marinette à l'école. J'ai travaillé dans le milieu associatif depuis un moment maintenant, dans des associations d'éducation populaire notamment. Et en arrivant en Dordogne, un peu comme Blandine, j'ai découvert les Girafons, où je travaille depuis 3 ans maintenant. C'est le début de la 4e année. Et mon fils Marius de 8 ans entame sa 3e année. Très bien. Manal. Bonjour, je m'appelle Manal. Alors moi je viens de région parisienne, dans le 92. Ça fait 10 ans que je suis en Dordogne, sur la commune de Champ-Romain. Je suis arrivé d'abord, j'étais à l'initiative d'un chantier participatif de maison bioclimatique en matériaux de récupération. C'est comme ça que je suis arrivé dans le Périgord vert et sur la commune de Champ-Romain. Par la suite, l'école des Girafons a été créée sur la commune et moi je suis devenu restaurateur en reprenant le restaurant-bar du village il y a 4 ans. D'accord. Bienvenue à vous 3. Pardon, tu voulais dire autre chose. Oui, aujourd'hui j'ai 2 enfants à l'école des Girafons. Bienvenue à tous les 3. Elle est située où cette école ? Donc sur la commune de Champ-Romain. Nous avons les bâtiments qui étaient utilisés auparavant par l'éducation nationale. D'accord. Et il y a combien d'enfants ? Et ça va de quel âge à quel âge ? Donc, nous accueillons 27 enfants qui sont scolarisés donc de la petite section au CM2. On a 15 enfants de la petite section au CP et 12 enfants du CE1 au CM2. D'accord. Est-ce que les enfants, ils vous tutoient ? Oui. Ouais. Oui, ils nous tutoient et ils nous appellent par nos prénoms. Et d'où est-ce qu'ils viennent ? Est-ce qu'ils viennent de la commune ? Est-ce qu'ils viennent d'autres communes ? Comment c'est ? Alors on a des enfants, on a un peu de partout, on a des familles du coin, on a beaucoup de néo-ruraux. D'accord. Quand tu dis il y a des néo-ruraux, tu pourrais donner une proportion ? Alors par rapport aux natifs ? Aux néo-ruraux, aux gens qui viennent de l'extérieur la majorité. Le chiffre exact, je ne pourrais pas dire, mais une grande majorité, ouais. Ouais, vient de l'extérieur du Périgord. Et dans cette grande majorité, une grande majorité de régions parisiennes. Ah ouais ? Majorité, je ne sais pas. Non, plus ? Quelques Bordelais, peut-être ? Ouais, du sud de la France aussi ? Ouais. D'accord. Ouais. Si, c'est vrai, en plus, je dis des bêtises, parce qu'on a fait le jeu là, à la rentrée, et on n'était pas la majorité de régions parisiennes. On est d'un peu partout, parce qu'il y en a de l'Est, on a fait un jeu à la rentrée où, dans l'espace, on s'est situé en fonction justement de la région de laquelle on venait. D'accord. Et dans ton observation, il y avait une partie de la région parisienne, quoi, un tiers ? Oui, c'est ça, on est quelques-uns à se retrouver de région parisienne. D'accord. On va dire que c'est le plus gros groupe
voilà, mais pas la majorité. Ok. Mais après, on est un peu dispersé. Et il y a des Périgourdins. Il y a quelques personnes qui viennent quand même et de Champ-Romain. Il y a des enfants qui viennent du village? Eh ben oui. Bon, il y en a combien? Moi, ma fille, elle est née à Saint-Junien. D'accord. Du coup, on l'a eu dans la dernière décennie et elle est périgourdine et scolarisée à Champ-Romain. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour cette école, qui se sont inscrits dans cette école pour cette école? Oui, on a beaucoup de parents qui ont fait des recherches. Pareil, tu sais, je vais reposer la question du chiffre. Est-ce que tu peux donner une proportion au moins? Non. On sait que les 5 familles qui sont sur Champ-Romain, c'est des familles qui sont venues pour l'école. Voilà, 4 Et sur les 5 ensuite, déjà. Ils il y sont en a venus habiter à Champ-Romain. Ouais, ils ont... Pour l'école. Ouais. pour l'école. Ils ont acheté une maison? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah la vache. Un sacré projet de vie. Hein. Ouais. Et oui, et du coup, non, mais il y en a plus. Hein. Et en dehors de Champ-Romain, il y a aussi d'autres Il y a d'autres familles qui se Mais sont il y en a au moins installées. 5 qui se sont installés pour l'école. Ouais. Ah, dis donc, c'est pas mal. Hein. Est-ce que, je reviendrai peut-être sur cette question, de quel milieu social vous pensez que vient le public? Est-ce qu'on est dans un milieu social aisé, ouvrier, agricole Est-ce que vous pourriez le définir? On a différentes catégories socio-professionnelles représentées. Il y a des personnes qui ont des revenus moyens. Voilà. On a des familles qui vivent de saison, par exemple. Et après, on a pas mal de personnes qui ont des activités à leur compte. Voilà. Maraîchers, artisans. Et après, des gens qui viennent de milieux plus artistiques aussi. Des gens qui travaillent dans le cinéma, par exemple. Voilà. Et il y a quelques ouvriers aussi. Ouais. Et On n'est pas trop bien sur cette question. non, Oui, non, mais en plus, ouvriers en sur- plus je pense qu'elle est un peu gênante comme question. En préparant l'émission, je vous avais Ouais. posé cette question. Ouais. Elle est un peu gênante parce que ça renvoie à est-ce que c'est un même milieu social qui reste entre eux? Et c'est ça, en fait, le fond de la question. Oui, c'est vrai, ouais. Ou est-ce que c'est vraiment disparate et on a des gens qui viennent de partout, tous les milieux viennent. Voilà, je sais pas, moi, si quelqu'un qui travaille aux carrières de Saint-Jean met son enfant à cette école-là. Ou est-ce que c'est plutôt des gens qui viennent d'un milieu dont les parents avaient un petit peu de sous et qui ont été éduqués à quelque chose, vous voyez, pour donner une lecture un peu du public. Parce que c'est quand même un peu particulier dans notre monde actuel, ce côté alternatif dans les écoles, même si en réalité, il n'y a rien de particulier, mais dans la norme, on va dire, c'est un peu hors norme. Mais c'est une enquête qui serait intéressante à faire, ouais, à approfondir. Là, par exemple, parce que sur les nouveaux arrivants, en fait, c'est pas des critères qu'on prend en considération ou des questions qu'on pose pour quand on accueille des nouvelles familles. Voilà. Enfin, j'espère que c'est pas un critère pour accueillir les gens, mais je pose cette question parce que je pense que les auditeurs et les auditrices, souvent, ils ont une référence des écoles alternatives qui est biaisé ou pas, mais qui est plutôt pour mettre son enfant dans une école alternative, il faut avoir un peu de sous, quoi. Ouais, c'est l'élite. Oui, il y a sans parler d'élite, mais au moins il y a un moyen au départ qui te permet d'accéder à ce type d'école. Et peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai, et c'est pour ça que je vous questionne sur le sujet, parce que si ça se trouve, si tu as 20 enfants dont les parents ils travaillent en milieu agricole et qui ramassent des ballots de paille, c'est pas pareil comme image que quand tu as 20 enfants dont les parents et les grands-parents sont ou médecins ou enseignants. Ouais, on a clairement moins de 20 parents qui ramassent des ballots de paille. Après, ça a été des grandes réflexions. On a voulu avoir une école le plus accessible financièrement, puisque du coup c'est une école privée, cette école alternative. Et on a donc des grands débats et faire un grand travail pour pouvoir mettre un écolage, donc un prix d'accès à l'école le plus bas possible pour pouvoir être accessible au plus grand nombre. Mais du coup, c'est pas effectivement une école gratuite comme l'école... on va y venir à la question du coup. Mais moi, ce qui m'intéressait dans cette question, c'est de savoir en fait si il y a une pré-éducation qui était faite auprès des enfants pour pouvoir aller dans ces écoles. Et du coup, dans l'accompagnement de la vie de tous les jours, est-ce que vous avez des enfants qui vont vivre des choses identiques à l'école et à la maison? Est-ce que, de votre point de vue, c'est ça? Ou je me trompe complètement?
Non, en tout cas, je pense qu'on peut dire que l'ensemble des parents, en venant à l'école des Girafons, on adhère effectivement déjà à des idées, à des valeurs que l'école porte. Et je pense qu'une des valeurs, une des idées, des valeurs principales qui représentent ça, c'est des familles qui cherchent justement une école non violente, où on va prendre soin des émotions de leurs enfants, prendre du temps pour régler les conflits, et donc que leurs enfants échappent aussi à toutes les violences ordinaires qui peuvent s'exercer dans le milieu public. Et autant entre enfants qu'avec l'institution école. À ne pas retrouver ou être confronté en tant que parent aux violences éducatives qui peuvent être faites dans l'éducation nationale envers les enfants, quoi. Donc il y a aussi toute cette... Tu as ce regard-là aussi, Manal ? Comment tu vois, toi, l'école publique, en tant que parent, même si vous êtes toutes les deux parents, mais comme vous êtes dans le... Alors, c'est très difficile de comparer l'école publique et l'école... Mais toi, comment tu vois l'école publique alternative, parce que du coup, je n'y ai pas mis les pieds depuis déjà... j'ai fini ma scolarité il y a une vingtaine d'années, et je pense que l'élémentaire et la primaire dans laquelle j'ai évolué a changé depuis 30 ans. Donc, je n'ai pas d'élément de comparaison. Voilà, Mais toi, tu la vois violente ou pas à l'école publique ? Alors, alors c'est pas... moi, je l'ai mal vécu, j'ai très mal vécu mon collège. Après, mais ma mère était... C'était dû à l'école ou il y avait un contexte autre qui faisait... Par exemple, j'ai un copain qui avait beaucoup de boutons sur la gueule quand on était au collège. Lui, il a mal vécu le collège, mais c'était pas l'école qui était violente. En fait, c'était l'humanité, l'humanité autour de lui qui était juste... Alors, c'est une bonne question. J'ai vécu des très bonnes choses. À l'école, et je pense que il y a des endroits de retranchement où l'école est absente. Je pense parce qu'elle n'a pas les moyens d'être présente partout. Tu peux donner un thème ? Un exemple ? On rentre à la maison, on a des moments de solitude parce qu'on a eu des rapports avec les copains ou avec un professeur, ou on a des difficultés au niveau... que ce soit de la scolarité, de le relationnel, et en fait on n'a pas d'espace pour le partager avec... on avait quoi ? On avait les délégués d'élèves, mais qui n'étaient pas formés, et d'ailleurs j'en ai été un, et c'était très difficile. On avait très peu de formation autour de ça, on avait très peu d'accompagnement, on avait très peu de référents vers lesquels se tourner, on avait très peu de surveillants vers lesquels se confier, et j'ai aussi été surveillant pendant 6 ans, donc j'ai aussi expérimenté des deux côtés. Donc oui, c'est pas l'endroit idéal, et en plus c'est l'endroit où on passe le plus de temps dans sa vie, l'école. Et donc ça avait beaucoup de sens pour moi de dire une école qui met en avant la bienveillance. Oui, c'est quelque chose qui est pas du tout mis en avant dans l'école publique aujourd'hui, et pas à défaut des professionnels qui sont dedans, mais vraiment du système comme il est, et des moyens qu'on donne. Moi, quand j'étais surveillant, à un moment je me suis dit mais ça aurait été une carrière magnifique, assistant d'éducation à l'école, mais dans les conditions dans lesquelles on était, c'était juste impossible. Et ça s'est dégradé en plus. Alors c'était déjà dégradé par rapport à avant, quand moi j'y suis arrivé, et ça continue de se dégrader jusqu'à aujourd'hui. Ah oui. Donc voilà, en fait, oui, ça répond à la question. C'est ta réponse en tout cas. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de l'école publique ? Là, je vais parler en tant que maman. Pour nous, en tant que couple, ça a été important de mettre notre enfant dans une école publique au début de la scolarité de Marius. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ce qu'il vivait à l'école, ça ne nous convenait pas, dans le sens où il pouvait être exclu parce qu'un comportement
un peu brutal et du coup l'instit n'avait pas d'autre solution que de l'exclure du groupe et de le mettre à l'écart pour pouvoir continuer à prendre en charge l'autre groupe d'enfants. Et quand il nous a dit clairement qu'il n'avait pas d'autres moyens et pas d'autres outils, nous ça a été un peu la fermeture de cette porte de l'éducation nationale, en se disant en fait ce système ne convient pas à notre enfant, il faut qu'on trouve autre chose. Et j'avais commencé mon salariat au Girafon 1 an avant, donc il y avait aussi ce fait que... D'accord, ton enfant était dans l'école publique alors que tu travaillais toi dans une école alternative, d'accord. C'est ça. Est-ce que tu as un mot dessus? Sur l'école publique? Ouais. Bah oui, parce que toi, tu en viens, tu es un produit de l'école publique. Oui. Tu as été formé pour servir l'école publique. Complètement. Je pense que c'est un système absolument indispensable parce que il est gratuit, voilà, et que on a besoin de l'école publique pour tous les enfants. Après. J'ai remarqué que c'est une école où il y a énormément de manquements. On manque de ressources humaines, on manque de moyens financiers. Et ça fait qu'on ne peut pas apporter à chaque enfant l'attention, l'écoute dont il a besoin et le respect de son rythme. Ça laisse énormément d'enfants sur le carreau. Je trouve ça super intéressant parce qu'on a un regard de l'intérieur, complètement de l'extérieur et quelqu'un entre deux comme ça. Bon, c'est quand même utile l'école. Qu'elle soit publique ou pas, c'est quand même complètement. Et en fait, il faut voir ça. On n'est pas en opposition. Il n'y a pas d'opposition entre le public et l'alternatif. Ce sont des systèmes complémentaires et et effectivement, ça manque de pont entre les deux parce que s'inspirer les uns des autres et faire des projets ensemble, c'est bien sûr nous vers quoi on a envie d'aller. Ouais. Et est-ce qu'on pourrait dire que c'est une proposition qui, pour un temps donné, pourrait fonctionner si ton enfant il est en difficulté, je sais pas, sur de l'expression, pour prendre la parole, il pourrait aller pendant 1 année ou 2 dans une école dite alternative et puis revenir dans le système Oui. Ouais, ce serait un pont intéressant. Il y a des enfants qui font des passages au Girafon, c'est ça, 1, 2 années, et ensuite qui réintègrent le système public. Et ce qu'ils auront pris au Girafon, je suis convaincue que c'est des choses qui leur serviront après dans le reste de leur scolarité. Alors on va glisser tout doucement vers le côté alternatif, mais avant on va faire une petite pause avec une musique que j'ai choisie, comme ça arbitrairement. Mais quand je vous ai rencontré, j'ai vu un côté un peu punk chez vous. Et c'est une musique que j'avais dans ma playlist que je me suis dit ça correspond un peu au personnage que je rencontre. Alors le titre c'est Beauty et c'est un groupe qui s'appelle Haute. RLP. Radio Libre en Périgord.
RLP. De retour sur l'alternative avec nos 3 invités de l'école des Girafons à Champ-Romain. Alors, on va glisser tranquillement vers pourquoi on ouvre une école alternative. Ça sert à quoi? Alors, c'est parti d'un groupe d'amis qui venaient d'avoir des enfants et qui avaient envie donc de créer leur école. Ce sont des gens qui ont suivi notamment une formation en communication non violente et convaincus par ce modèle de communication, avaient vraiment envie de créer un projet éducatif qui du coup expérimentait ces méthodes de communication, donc entre enfants, de l'adulte à l'enfant et entre parents, voilà, entre adultes aussi. Et voilà, c'était l'envie d'initier une nouvelle façon de faire, l'école. Et donc, à partir de là, ils ont écrit un projet pédagogique qui s'articule en 3 axes, corps, cœur, tête. Et donc, l'idée est que dans chacune des journées vécues à l'école des Girafons, les enfants puissent bénéficier de temps où ils vont pouvoir travailler leurs compétences concernant le corps, les compétences concernant la tête et les compétences concernant le cœur. D'accord. Et du coup, est-ce que, pour éclaircir, c'est quoi le côté alternatif de cette école ? Le côté alternatif, c'est aussi le fait de pouvoir avoir une coéducation avec les autres parents qui fréquentent l'école, avec les enseignantes et du coup tous les enfants qui font partie de cette école. Voilà. Et après, le côté militant aussi, c'est qu'au Girafon, on est toutes payées au SMIC et que du coup, on a cette conscience de pouvoir, comme le disait Manal tout à l'heure, proposer une école qui soit ouverte à tous, en tout cas au plus grand nombre, et que du coup, nous, d'être payés au SMIC, ça permet à ce que les frais de scolarité soient le plus bas possible, puisque l'idée, c'est que les écolages couvrent la masse salariale. Ouais, ensuite... On va y venir au coût par enfant. En tant que parent, toi, Manal, alors, en tant que parent, c'est quoi le côté alternatif ? Qu'est-ce qui te plaît ? C'est quoi ? Moi, quand j'ai participé à la première réunion, j'ai dit que je m'inscrivais moi et pas mon enfant dans cette école. On est sollicité. Cette école a besoin. Cette école est complètement organisée avec les parents. Donc tout, absolument tout. Et c'est quoi qui sera alternatif ? Est-ce que quand Blandine, elle a expliqué corps, cœur, tête, est-ce que ça t'a parlé, toi ? Est-ce qu'on te l'a expliqué quand t'es venu dans l'école ? La première fois ? Ouais. Non, la première fois, non. Pourquoi t'es parti t'inscrire, toi, vu moi, que pourquoi ? Ouais. Alors, moi, en fait, du coup, ces réunions d'amis dont elle faisait référence, qui étaient à l'initiative de ce projet, je les ai vécues il y a 8-9 ans. J'ai découvert... c'est quoi la force, l'audace qui les animait. Donc c'est maman avec leur bébé sur les genoux et de dire on veut proposer quelque chose d'autre à nos enfants. Et en même temps, du coup, on était à la fin du mandat de François Hollande et je crois qu'on avait des fermetures de classes dans énormément d'endroits alors j'allais dire dans la région, mais en fait en France, dans plusieurs régions. Et donc il y avait cette opportunité qui se présentait aussi sur la commune de Champ-Romain. Et donc je fais une petite parenthèse aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est à cause des écoles alternatives qu'il y a moins de fréquentation dans les écoles publiques. Et factuellement, malheureusement, c'est l'inverse qui s'est produit. Et qui se produit souvent d'ailleurs. C'est que comme l'école a fermé, du coup, l'univers n'aime pas les espaces vides. Et donc il y a eu cette initiative qui a empêché que cette école meure à Champ-Romain. Ouais, donc elle a ouvert différemment, mais voilà, l'école est restée active. Grâce du coup à ses parents qui ont pris cette initiative et à l'équipe municipale à l'époque qui avait grandi dans ces locaux-là et du coup qui était aussi très touchée par le fait que leur école ferme. Alors je parle de retraités qui ont soutenu ce projet et donc c'est encore délicat de voir la méfiance qu'on peut trouver chez certains habitants autour de cette école et autour de ce projet. D'ailleurs, oui, est-ce que vous arrivez à recenser les critiques qui sont faites sur l'école, sur la vôtre ?
ou sur des systèmes alternatifs. Est-ce que vous avez 2-3 critiques comme ça en tête Il y a cette critique que c'est à cause des écoles alternatives que les écoles publiques ferment. Après, de la même manière que moi, j'ai beaucoup de difficultés à comparer le public et le privé parce que j'y ai plus les pieds, il y a vraiment pas... Il y a vraiment pas quelque chose de réel derrière les arguments et les critiques, parce que voilà, c'est un peu des combats idéologiques en ce moment, de dire c'est la faute de l'autre, ou de chercher des boucs émissaires, que quelque chose de plus constructif. D'accord. Est-ce que vous avez recensé quelques critiques ? Que c'est une école élitiste, comme c'est une école payante, et bien que c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, que du coup c'est pas accessible à tout le monde, et alors ça fait des systèmes à 2 vitesses, voilà. Ce qui pose la question d'ailleurs le niveau de l'enfant. Est-ce qu'il y a un décalage ? Une remarque qu'on fait souvent, c'est mais comment s'opère le passage entre le CM2 et la 6e ? Voilà, c'est ça. Est-ce que les enfants seront vraiment prêts à affronter le monde du collège ? Et vous avez un retour de ça ? Toi, tu as un retour ? Ouais, j'ai un retour de ça. Il y a plusieurs enfants pour qui ça a été le cas et ça se passe très bien. Ce qu'on observe, c'est que justement, ce sont des enfants qui sont souvent délégués de classe. Qui ont une aisance. Ils ont une aisance à l'oral, ils sont affirmés, voilà, c'était ça que je voulais dire. Affirmés et qui ont de l'esprit critique, voilà, qui n'ont pas peur de parler en public. La différence, je pense, entre la façon classique de faire et ce qu'on fait au Girafon, c'est qu'on co-construit nos règles, nos accords de groupe. Voilà. Ils sont co-construits avec les enfants et tout le monde doit les respecter dans l'école, les parents, les enfants, les enseignants. Voilà. Et après, ce sont des accords qui sont revus, réexpliqués au fur et à mesure des années. Et même réécrit ou repensé. Enfin, il peut aussi y avoir de nouveaux accords de groupe si il en manque ou s'il y a des soucis entre enfants. Ça peut aussi être une volonté de leur part de pouvoir remettre du cadre là où il y en a moins. Ouais, alors le petit éducateur que je suis se pose la question et du coup, quand on a fait une règle, mais que cette règle-là, elle est résolue. On a fait une règle pour éviter que, je sais pas moi, les enfants se servent trop de pain à table. On s'aperçoit que les enfants maintenant gèrent leur quantité de pain. Qu'est-ce qu'on fait de la règle ? On la rediscute et on peut l'enlever si elle est plus nécessaire. Oui, elle perdure pas forcément dans le temps. Ça devient pas une loi en fait. Non. Ça devient pas quelque chose qui permet de légiférer, de trancher. Parce que c'est un peu le souci dans les écoles publiques, mais dans les lieux d'accueil enfance, même chez les adultes d'ailleurs, c'est que souvent quand on fait une règle, mais qu'elle a plus d'intérêt, on la laisse en place. Et en fait, c'est une espèce de peau morte, comme ça, qui reste là, qui est presque gênant. Mais comme ça a été fait, on n'y retouche pas. Et souvent, les règles, elles deviennent des lois. Et c'est pas la même chose, la règle et la loi. La règle, c'est fait pour réguler. La loi, c'est fait pour légiférer. Et puis, on s'aperçoit aussi que les enfants s'autorégulent. Et en fait, quand le cadre n'est pas respecté, c'est d'abord les enfants qui vont dire « là, tu respectes pas la règle ». Et si l'enfant continue à ne pas respecter la règle, ils vont sans doute ou souvent appeler l'adulte pour pouvoir remettre du cadre. Ah ouais, mais cool. C'est eux qui vont être porteurs de ça aussi. Vous voulez dire que vous créez des gens courageux qui osent dire aux autres « non, là, t'as débordé hein ?» Ouais, c'est chouette d'ailleurs de voir que tous les enfants sont capables de répondre à tous les adultes. Ouais. Alors, les nouveaux, ils mettent toujours un petit temps. C'est très rapide. Précise, parce que je pense que les auditrices et les auditeurs répondent. On a d'abord la timidité d'interagir avec un adulte qu'on ne connaît pas quand c'est le parent d'un copain ou d'une copine. Et du coup, on voit l'aisance et la facilité avec laquelle, du coup, rapidement, la personne est inoffensive et du coup, elle commence à communiquer facilement. Et après, à s'affirmer. Du coup, quand on fait des activités ils répondent ensemble, du coup, ils participent. Oui, c'est pas comme on pourrait le penser à l'ancienne. Ça, c'est un enfant qui répond, en fait. Il est mal poli. Ah non, pas de contestation. Il donne une réponse. Et après, ça peut être de l'affirmation, et l'expression d'un désaccord. Mais pas forcément dans... D'accord. Voilà. Ok. C'est pas une impolitesse. Non. Ça, je pense qu'il y a des mots-clés comme ça qui se transportent en société qu'on peut caler. Et l'impact en société que ça peut avoir, ce type d'école.
Ça va faire quoi comme adulte ? Le fait de pouvoir prendre sa place, d'avoir de la place, de pouvoir prendre la parole, de pouvoir dire ce qu'on pense. C'est des enfants qui sont, enfin en tout cas qui travaillent sur leurs ressentis et donc de pouvoir dire les choses, de pouvoir s'affirmer, de poser ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça aide à pouvoir je perds mes mots. Pouvoir interagir dans la vie, communiquer sainement. Ouais. Voilà. Et que les conflits soient respectueux. En tout cas, on peut dire qu'on est en désaccord sans que ce soit tempétueux et dans la colère. Il y a Didier Pleu qui dit que l'éducation à la bienveillance, parce que c'est ce qui est sous-entendu dans ce que vous proposez dans cette école, il y a une modalité de bienveillance, enfin d'attention envers l'autre au moins. Lui, il dit que ça va rendre ces enfants, ça va rendre des adultes fragiles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ? Moi, tu veux répondre ? Moi, je pense que apprendre à... Moi, les outils que j'ai découverts à travers cette école et que du coup j'ai essayé de m'approprier m'ont montré que j'avais mis plusieurs décennies à prendre confiance en moi. Donc sans rejeter la faute sur l'école ou en tout cas, voilà. Donc si nos enfants, ils ont la possibilité de faire ce travail avec 20 ans d'avance et d'arriver dans la société plus confiants, plus rassurés, apprendre à s'écouter, c'est quelque chose que j'ai découvert là, les 10 dernières années. Si on leur apprend à s'écouter, alors ils vont pas devenir des surhommes, ils vont pas devenir mieux que les autres, c'est pas du tout ça l'intention. Mais l'intention, c'est est-ce qu'ils vont être mieux armés, outillés, personnellement. Plus sereins, juste pour vivre. Voilà, par rapport aux difficultés qu'ils vont rencontrer plus tard, par rapport aux épreuves qu'ils vont rencontrer plus tard. Voilà. Et donc si, dans les épreuves qu'ils rencontrent actuellement, on leur apprend à conscientiser déjà plusieurs choses et ne serait-ce que considérer les situations dans lesquelles qu'ils vivent, donc en opposition à ce que je disais, les moments de solitude où on vit en fait notre vie, que moi j'ai vécu au collège et rentré et pas pouvoir partager ça, ou pas pouvoir trouver des solutions ou des sorties de situation et étaler ça sur 4 ans, 5 ans qu'on redouble, 6 ans qu'on redouble 2 fois, parce que le système scolaire, il s'acharne sur nous alors que on devait juste aller ailleurs, quoi. Et c'est carrément stylé. Et je voulais rajouter aussi que des enfants fragiles, c'est pas des enfants sensibles. Et pour moi, c'est une école aussi où les enfants vont pouvoir construire cette sensibilité, ou en tout cas avoir de l'introspection et ressentir, faire le lien en tout cas entre ce qu'ils ressentent et les émotions que c'est et ce qu'ils vivent au quotidien. Et que du coup, en fait, on est des êtres sensibles, et le fait d'acquérir ces compétences, c'est des forces qui vont nous servir toute la vie. Ouais, ils sont forts sur autre chose que de se préparer à faire la guerre. Oui, et puis c'est pas... sensible, c'est pas fragile. Je fais ma petite réponse à monsieur Pieux, parce que j'ai lu le livre, il y a des trucs intéressants, mais bon, le fond de la pensée, c'est sa construction à lui. Ce qu'on apprend aussi dans cette école, c'est à coopérer, être avec les autres et faire ensemble. Ça me paraît être indispensable. Et oui, je voulais juste redire, il y a donc apprendre à se connecter à soi, à se connecter aux autres et aussi à se connecter aux vivants. À l'école des Girafons, on dit aussi beaucoup sur apprendre à observer ce qui m'entoure et à le respecter. Et ça, je pense que c'est important dans le monde dans lequel ils vont évoluer aussi en tant qu'adultes. D'ailleurs, quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit qu'il y avait des temps en forêt. Oui, complètement. Les enfants vont en forêt 1 fois par semaine, accompagnés d'une personne formée aux animations nature. Voilà. Et donc, ils apprennent justement à évoluer dans ce milieu, à mieux le connaître. Voilà, donc il y a de la transmission de connaissances naturalistes, savoir reconnaître les plantes, les animaux, savoir pister des animaux,
Et puis jouer dans la nature. Je vois Raon quand tu me parles. Ben ouais, mais c'est ça. Mais c'est marrant parce que j'ai assisté à une séance de cinéma là vendredi dernier et la personne qui présentait son film, ça s'appelle Le Vivant qui se défend, et il disait, moi je suis un enfant, quand j'étais enfant je savais plus reconnaître de logos de marques que de reconnaître des arbres ou des plantes dans la nature. Voilà. Et là, tu vois clairement qu'il y a un truc qui va pas, quoi, qui est en décalage. D'accord, ok. Et pourquoi ce nom des girafons? Ça sort d'où Alors, les girafons, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le groupe donc, qui est à la base de cette école, les membres fondateurs, les fondatrices, sont des adeptes, ont suivi des formations en communication non violente, CNV. Donc la CNV, c'est Marshall Rosenberg, c'est un Américain qui a donc écrit un livre, Les mots sont des fenêtres, donc ça date, c'est dans les années 60. Voilà, et donc ça a infusé partout dans le monde. Et lui s'est beaucoup déplacé sur la planète aussi pour faire des conférences, expliquer toutes ses théories. Et voilà, donc eux se sont beaucoup inspirés de ça. Et en fait, l'animal représentatif, emblème de la CNV, c'est la girafe. Voilà, parce qu'elle a un long cou et donc elle prend de la hauteur et elle a du recul sur la situation. Et c'est aussi un animal qui a un très gros cœur. Voilà. Et voilà, et donc ils ont voulu appeler cette école les girafons en lien avec ça. Rien à voir avec le fait que ça dort debout. Non. Petite pause musicale avec un groupe qui s'appelle Les Serruriers Magiques et le titre c'est Enfants sur la Terre. RLP. Radio libre en Périgord. Un pêcheur d'étoiles, un marchand de sable, gardien de moissons, livreur d'horizon, laboureur de ciel, balayeur de peine, quand je serai grand. Inventeur d'école, éleveur de licorne, professeur de rêve, dépanneur de peine. La 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 la, la 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 la, quand je serai grand. Souffleur d'univers, charmeur de chemin, enfant sur la terre, chemineur sans fin. Quand je serai grand, quand je serai grand. Un coiffeur de fleurs, un cordeur de cœur, laveur de satin, peintre en sentiment, ouvrier d'amour, démarcheur du bout, quand je serai grand. Éveilleur d'esprit, ravaleur de vie, docteur en tendresse, ingénieur en bref. La 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 la, la 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 la, quand je serai grand. Souffleur d'univers, charmeur de chemin, enfant sur la terre, chemineur sans fin. Quand je serai grand, quand je serai grand. Un donneur de chance, tisseur de confiance, semeur d'habitude, joueur de liberté, chercheur de clés, clic, serrurier magique. La 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 la, la 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 la. RLP. De retour sur RLP avec les trois invités de l'école des Girafons à Champ-Romain. Blandine qui est directrice de l'école. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus? Tu as commencé à parler de corps, cœur, tête. C'est dans la méthode pédagogique. Est-ce que tu peux approfondir un peu dessus, s'il te plaît? Oui.
Alors, donc, l'emploi du temps à l'école des Girafons est organisé de cette façon. Le matin, les enfants vont plutôt justement avoir des activités qui sont liées à la tête. Donc, on va travailler les compétences du socle commun des compétences et connaissances. Et ensuite, les après-midi sont plutôt dédiés à des activités pour travailler donc le corps et le cœur. Alors, pour le corps, on va proposer les activités sportives voilà, qu'on connaît tous, les jeux collectifs ou voilà, les activités sportives individuelles. Et on va aussi proposer des ateliers d'expression corporelle. Voilà, par exemple, il y a aussi donc tous ces moments en forêt où là, les enfants vont faire des expériences moteurs particulières. Voilà, on va organiser des jeux où il va falloir monter sur des troncs. On peut même un petit peu escalader dans les arbres. La sécurité est quand même importante, bien sûr. Et voilà, les enfants, en faisant des cabanes, etc., font tout plein d'expériences aussi moteurs différentes. Voilà, par exemple, pour des exemples sur le corps. Et après, pour le cœur, chaque semaine, ils ont aussi des ateliers spécifiques d'éducation émotionnelle, éducation à la paix. Donc là, on a une personne ressource pour ça, qui s'appelle Malou Eon, qui vient proposer aux enfants des ateliers où on va les inviter à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et aller chercher les besoins qui se cachent derrière chacun de ces ressentis pour justement, comme on l'a déjà dit, savoir appréhender des émotions plus difficiles comme la colère ou la frustration, la tristesse, voilà, et savoir mettre des mots sur ça et chercher, ok, qu'est-ce qui me rend vraiment en colère, qu'est-ce qui me rend vraiment triste, et on sait que ça, par exemple, ça peut amener à des situations de conflit aussi sur la cour de récréation, quand nous, on n'est pas forcément là tout le temps. Et ce qu'on cherche aussi avec ce travail-là, c'est amener les enfants à s'engager dans une médiation. Voilà, donc on travaille aussi beaucoup la médiation avec eux. D'abord, nous, on est beaucoup médiateurs, médiatrices auprès d'eux. Et après, l'idée, c'est qu'ils arrivent à régler leurs conflits en autonomie. Donc c'est aussi des choses qui sont travaillées pendant ces ateliers avec Malou. Voilà, elle se sert par exemple d'un outil qui s'appelle le théâtre forum, où on va revivre une situation conflictuelle et on va figer la situation et se dire ok, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait pu dire de différent? Voilà, aborder les situations aussi avec des visions différentes et apprendre à se relier à l'autre et aussi à son besoin. Moi j'ai mon besoin, toi tu as ton besoin. Comment est-ce qu'on peut se rejoindre? Voilà, on travaille aussi sur le compromis. Les enfants sont souvent habitués à ça. Et il y a aussi autre chose, un outil très important à l'École des Girafons, c'est le conseil des enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe avec plutôt les plus grands de l'école, donc à partir de 6-7 ans. Et une fois par semaine, on se réunit et on discute des problèmes de l'école, en tout cas ce qu'ils ont remarqué qui pose problème et quelles solutions on peut apporter. Il peut y avoir du coup des accords de groupe qui vont émerger de ce conseil des enfants. Et aussi, ils apportent leurs idées. Moi, j'aimerais bien qu'à l'école, on fasse du roller. Voilà, alors on va réfléchir, ok, alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Il faut mettre un mot dans le cahier pour demander qu'il y a des rollers. Où est-ce qu'on peut faire du roller? Il faut aller voir la mairie pour savoir si on peut utiliser le parking de la salle des fêtes. Voilà. Et en fait, on va vraiment engager les enfants. Ok, t'as envie de voir ça dans ton école? Comment on peut faire et comment est-ce que toi, tu peux être acteur, actrice de ça? Voilà, l'idée, c'est aussi que les enfants comprennent que c'est leur école. Effectivement, ils y passent énormément de temps. Qu'est-ce que tu as envie de vivre, toi, pendant vous travaillez beaucoup sur l'implication, en fait. Ouais. Sur la place de la personne dans le fonctionnement. Bon, là, c'est l'école, le sujet, mais ok. Et le rapport à la mairie, parce que de ce que j'ai compris, les locaux, de ce que tu disais, donc les locaux, c'est des locaux de la commune. Alors, Manal, tu expliquais qu'il y avait des anciens qui étaient tristes de voir leur école. Ok, quel rapport il y a entre l'école et la mairie, à part le prêt de locaux? Est-ce que déjà la mairie est soutenante, bien qu'elle prête des locaux, donc elle est un peu soutenante quand même? Mais est-ce qu'il y a un bon rapport entre... Oui, il y a un bon rapport avec la commune. Du coup, la municipalité qui a porté le projet, elle a aidé à sa réalisation, à l'ouverture de l'école. Aux élections suivantes, du coup, la municipalité a changé et elle a continué à soutenir le projet.
Après, comme je vous l'ai dit, on est toujours... pas au niveau de la mairie, mais au niveau de la population, il y a toujours un peu de méfiance qui est nourrie par l'extérieur, c'est dommage. Et quand vous faites des portes ouvertes, ils viennent ? Les gens de l'extérieur, enfin du bled, du village ? Du village ? Oui, Ouais. pas tous. Mais oui, on en a quelques-uns. Oui, ils viennent quand même. On souhaiterait en avoir plus. Ouais. On souhaiterait toujours en avoir plus pour pouvoir toujours plus communiquer et les rassurer et les informer pour qu'ils se rendent compte que en fait, c'est génial. Ouais. Aujourd'hui, on fait plus de portes ouvertes à l'école des Girafons, ça reviendra peut-être. On n'en avait plus besoin parce que donc, les familles connaissent l'école par bouche à oreille. On est aussi référencé sur des sites et donc on nous trouve assez facilement et on n'avait plus besoin de portes ouvertes. Mais après, on organise des événements sur la commune. Et c'est là aussi qu'il y a beaucoup de gens des communes alentours et de Champ-Romain qui viennent et qui connaissent aussi le projet comme ça. Ouais. Marie, tu parlais du salaire tout à l'heure. Du coup, comment vous fonctionnez ? Tu disais que vous aviez le SMIC, en fait, c'est ça ? Oui, tout à fait. On Vous est êtes- tout au SMIC et il y a 4 salariés, 2 temps plein et 2 mi-temps, D'accord. 2 intervenants forêt et une bénévole qui est là tous les jeudis matins Donc potentiellement euh, 7, et 2 services civiques. 9, ok. Ouais. D'accord. Et le coût, parce que ça va être quand même une question. Combien ça coûte pour un parent de mettre son enfant à cette école, même si Manal, c'est lui qui s'est inscrit, donc je ne sais pas combien ça coûte pour toi. Le coût, c'est cette histoire de... Donc les écolages, les frais de scolarité, en fait, ils sont calculés à partir du QF, du quotient familial de la CAF. Et donc, selon son QF, on a des écolages divers et variés. Ça commence à partir de 200 € le mois. Et les plus hauts, il me semble qu'ils sont à 360, quelque chose comme ça, 360 € pour le mois. D'accord. Voilà. La place des parents. Manal, tu es le parent qui a été désigné ou qui est venu sur le volontariat, je ne sais pas comment tu es arrivé jusque-là. Mais c'est quoi la place des parents dans l'école ? Il y a une implication qui est demandée aux enfants. Ouais, Est-ce qu'il y a une implication qui est demandée aux parents ? Il y a une implication qui est demandée aux parents. On ne fait pas que déposer nos enfants le matin, après tout commence. On a, voilà, tout est organisé par les parents dans l'école. Donc on a, il y a un groupe. En fait, il y a un groupe de parents qui s'occupe de toute la trésorerie, donc de l'école. On a un groupe de parents qui s'occupe du salariat. Alors en fait, on organise nous nos groupes de travail. On a différents groupes de travail et chaque parent au début de l'année s'inscrit dans un groupe de travail. Ce groupe de travail, il est autonome, il interagit avec les autres groupes et il est coordonné par un cercle. Et ces groupes de travail vont remplir toutes les fonctions pour faire fonctionner l'école. Ils sont obligatoires pour le parent ? Qui sont obligatoires Est-ce que le parent est obligé de rentrer dans un groupe de travail ou s'il veut rester en dehors et... Le parent est obligé de rentrer dans le groupe de travail. D'accord. Après, on n'a rien pour le forcer. Ouais. Mais pour le bon fonctionnement de l'école... Mais c'est ça, il y a une implication qui est demandée aux parents. Sans cette implication et sans remplir toutes ces tâches, l'école, elle ne fonctionne pas et elle n'a pas, du coup, elle n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est grâce aux parents qui se sont impliqués et qui font le travail, là, pour l'instant. Et j'imagine que ça coûte beaucoup plus cher aux familles s'il n'y a pas les parents qui s'impliquent. Notamment si vous ne payez pas de personnes pour faire le ménage. Parce qu'en préparant l'émission, j'ai pu entendre... que les parents font le ménage aussi. Voilà, les parents font le ménage, les parents font la cantine, les parents font les repas pour les enfants, les parents organisent... Les parents font tout, sauf la classe. Quand même pas tout. Ouais. Si, parce qu'apparemment, la personne qui et même de temps fait en la temps, forêt...
Oui, il y a des parents qui font des ateliers de temps en temps, mais voilà. Et du coup, on a différents groupes de travail. Donc, faut gérer la compta, donc on a le groupe de trésorerie. Faut gérer le RH, donc on a un groupe pour le salariat. Il y a toute la communication sur l'école extérieure avec les familles, avec vous, qui doit être faite. Le site internet. On a, alors, dès qu'il y a quelque chose qui se casse ou qu'il faut être changé dans l'école, s'il faut réparer les toilettes, voilà, on a un groupe qui s'occupe de la logistique. On a un groupe qui fait le lien entre tous les parents avec l'équipe PEDA, avec les futurs parents, avec les anciens. Et on a le groupe qui s'occupe de créer tous les événements qui donnent de la visibilité à l'école, qui permettent aussi de ramener des fonds pour pouvoir développer des activités, et voilà, qui participe au financement. Et on a l'école des adultes. L'école des adultes, du coup, c'est c'est nous. Voilà, comment on arrive comment on a réussi à en arriver là aujourd'hui, comment on a construit tout ça, et donc on a même des formations pour les adultes. Voilà, on a eu une formation sur la gouvernance pour l'idée c'est comment est-ce que on arrive à, je sais pas, il y a 27 enfants, donc presque le double par an. Allez, on va dire il y a 50 adultes. Et alors, chacun a son idée. Donc en plus, on est tous dans des projections, et on est tous voilà, on va essayer quelque chose. Comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde soit satisfait ? Il n'y a personne qui sera satisfait à 100%. Et il y aura forcément des déçus. Et il y en a qui sont plus déçus que les autres. Mais comment est-ce qu'on fait du coup pour que ça reste solide et qu'on continue à avancer et qu'on n'ait pas du coup de pertes, quoi. Ouais. Ok. Et donc c'est super intéressant de se dire quel système de gouvernance on met en place pour que les gens restent raccrochés, parce que c'est ça en fait qui fait Enfin, si ça dure aujourd'hui, c'est que déjà les enfants sont contents et heureux d'être dans l'école, donc ça aide les familles à continuer à s'investir, et après parce que les familles elles y trouvent aussi leur compte, et de devoir faire l'effort avec toutes les autres de trouver le compromis pour trouver le fonctionnement adéquat pour que ça se réalise. C'est un gros challenge, c'est du travail, et voilà. Et donc il y en a qui fatiguent, il y en a qui... Mais en tout cas, la participation est grande et de la part de tout le monde. Elle est obligatoire et elle est très importante. Ouais. Et bravo et merci à tous les parents. Ça marche pas sans ça. Tu ne peux pas inscrire ton enfant si toi tu ne t'inscris pas en même temps. C'est pour ça que tu disais je me suis inscrit. Okay, exactement. Je comprends mieux. C'est là que c'est énorme, hein, parce que je pense que, je suis sûr, on se prend tous une claque en tant qu'adulte quand on inscrit son enfant là-dedans. On sait pas à quoi s'attendre. Et on se prend une claque. Je pense aussi beaucoup de soi-même, parce que du coup on veut quelque chose, et on n'obtient que le compromis qui a été fait avec tout le monde. et tout le monde a le même, en fait. C'est ça, hein, c'est que tout le monde a la même école. Chacun va la voir d'une manière différente, va le vivre d'une manière différente, mais c'est la même école pour tout le monde, c'est l'école des Girafons. Très bien. Et comment on s'inscrit alors à cette école ? Déjà, est-ce qu'il y a des contacts, et comment on s'y inscrit ? Vu qu'il faut autant embaucher l'école, s'inscrire dans l'école en même temps que son enfant, comment on s'y inscrit ? Alors, on a plusieurs possibilités pour s'inscrire. On a donc des fiches de préinscription sur notre site internet, qui est écoledesgirafons.fr. Donc ça, c'est la première étape. Donc les parents préinscrivent leur enfant. À cette préinscription, les parents vont avoir un appel téléphonique de Blandine, généralement, qui, pour un premier contact, en savoir un peu plus sur la famille, pourquoi est-ce qu'ils veulent inscrire leur enfant. Et ensuite, je laisse la suite à Blandine. Et ensuite, on reçoit les familles et on propose des journées d'immersion. Donc l'enfant fait un essai, en fait, à l'école. On propose généralement 2 jours. Voilà, et donc pour voir si ça peut, si l'enfant se sent bien, etc. Ça lui fait aussi une première prise de repère. Et la famille rencontre aussi des membres donc d'un des groupes de travail qui est la voile lien parent. Voilà, où là justement ils vont avoir un entretien avec des anciens des Girafons
pour leur faire comprendre aussi toute cette implication bénévole. Voilà, dans quoi est-ce qu'ils s'engagent, dans quoi est-ce que je mets les pieds. Donc on essaye justement, comme disait Manal, on ne sait pas à quoi s'attendre. On le dit à quoi s'attendre, mais après l'expérience, vraiment, souvent, oui, les gens disent « Ah oui, c'est quand même très prenant ». Voilà, donc on essaye d'insister là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'heures de bénévolat à donner et beaucoup d'énergie. J'imagine le ménage, on s'y attend pas en tant que parent. Non. Nettoyer les chiottes. Mais bon. Oui, pas du tout. Ouais, c'est ça, il y a le ménage, la cantine. Et combien d'heures de gagner en transport? Vilain, il est en train de l'enlever. Et en plus de ça, non, il y a d'autres écoles. Il y a l'école de la Lisière et l'école de la Tour Rose qui sont à une trentaine de kilomètres de l'école des Girafons à Champ-Romain. Du coup, qui sont partenaires, avec qui des échanges ont déjà été faits pour partager l'expérience et pour pouvoir se renforcer. Là où on gagne en déplacement, c'est les covoiturages qui sont faits par plusieurs familles. Du coup, parce que comme 30 km, c'est quand même assez espacé entre ces écoles-là. Donc les parents qui sont à 20-25 km de l'école, là, ça fait beaucoup d'allers-retours quotidiennement. Et donc voilà, il y a de la mutualisation qui est faite à ce niveau-là. D'accord. Bon, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez des lectures à conseiller, en dehors de venir voir le site et peut-être de vous appeler pour poser des questions? Est-ce que... Oui, Manal, tu lèves la main? Moi, j'inviterais bien les auditeurs et auditrices à venir nous rejoindre le samedi 11 octobre à la bourse aux vêtements des Girafons. Donc, c'est une grande journée festive qui se passe 2 fois par an, une à l'automne et une au printemps. Donc, c'est une bourse aux vêtements à prix libre avec un énorme choix de vêtements. Et il y a des livres, des jouets, de la musique, de quoi manger. Voilà, on va préparer un super tagine. Donc ça va être une belle journée, comme souvent. Et voilà, venez nous rencontrer. Est-ce que vous avez des choses? Il y a beaucoup d'ouvrages. Histoire de se préparer au choc quand on vient vous voir. Peut-être, oui, un ouvrage sur la communication non violente. J'ai parlé du livre de Marshall Rosenberg, donc, qui est la base. Et puis après, il y a d'autres écrits, comme par exemple la communication non violente par Geneviève Boucher-Wilson et Pascal Mollo. Voilà, elle développe l'aspect de la CNV dans le monde du travail, à l'école, dans les transports et avec ses voisins. Voilà, pour montrer que c'est un outil qu'on peut utiliser partout et tout le temps. Et après, je sais pas, j'ai choisi un livre sur les jeux coopératifs, parce que la coopération à l'école des Girafons, c'est très important. Je n'ai pas pu développer tous les aspects, mais par exemple la coopération entre les âges, des classes multiniveaux comme ça vient aussi favoriser toute cette coopération et de l'entraide et de l'empathie aussi entre les enfants. Ça, c'est aussi un aspect très important à l'école. Et par exemple, on propose beaucoup de jeux coopératifs, et il y en a un ouvrage qui s'appelle « Jeux coopératifs pour bâtir la paix » de Thomas Dansembourg. Voilà, qui propose tout plein de jeux pour encourager ça. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent à cette émission. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à venir à l'émission que j'en ai eu à vous inviter. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot pour la fin? Merci pour ton invitation. C'est notre première à l'antenne depuis peut-être pas l'ouverture de l'école, mais en tout cas depuis notre arrivée au Girafon. Et c'était chouette de pouvoir faire cette rencontre avec toi et de pouvoir partir aussi tous les 3 avec Blandine et Manal pour parler de cette école. Et du coup, pour nous contacter, vous pouvez envoyer un mail à ainsi-font-les-girafons tout attaché @hotmail.com. Merci à vous 3. Merci aux auditeurs, aux auditrices de nous écouter et d'être nombreux, de plus en plus nombreux. Nous avons fait une installation d'une nouvelle antenne pour être capté un petit peu plus loin. C'est jusqu'à où qu'on peut nous avoir? Saint-Astier. Thiviers, Saint-Astier. Voilà, ça se prolonge. On est en pleine colonisation du territoire par les ondes. Merci à vous de nous avoir écoutés. Au revoir. L'alternative, c'est pas malin. C'est la nuit noire ou le matin. C'est devenir un gros connard, fermé à tout témoin de rien. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On est
comme des girouettes rouillées.